Madame la ministre, mesdames les rapporteurs, chers collègues, De Gaulle est mort. C'était au XXe siècle et comme le nucléaire, je doute qu'il puisse incarner notre avenir. C'est pourtant ainsi que se rêve le président Macron, prêt à tous les passages en force pour assouvir ses caprices, comme en atteste ce nouveau projet de loi. Un passage en force qui s'inscrit dans un calendrier abscon. En janvier, le Parlement a adopté une loi sur les énergies renouvelables qui les freine plus qu'il ne les encourage. Par ce texte, vous prévoyez la construction de 14 réacteurs, une relance du nucléaire qui passerait par des technologies de type EPR2, dont l'ingénierie n'est toujours pas aboutie, ou SMR, qui sont aujourd'hui à l'état de prototype, et qui s'accompagnerait de la prolongation des centrales existantes de 10, 20 ou 30 ans. En même temps, s'est tenu un débat public sur la construction de nouveaux réacteurs à Penly, impossible à terminer sereinement, puisqu'entre-temps, le monarque avait acté la relance de l'atome dans un conseil de politique nucléaire à sa main, pendant que le Sénat détricotait l'actuel PPE en préemptant les débats à venir sur la prochaine loi de programmation énergie-climat, mais après une concertation sur le mix énergétique confidentiel, un alibi dont les conclusions ont été rendues la semaine dernière. Ce texte impose d'abord un coup de force réglementaire avec un seul objectif, permettre au président de couper le ruban du chantier d'une centrale avant la fin de son mandat. Recentralisation des procédures d'urbanisme, contournement des procédures environnementales et de participation du public. Le Conseil d'État a pourtant estimé que le gain de temps espéré par ces mesures dérogatoires ne peut être évalué avec certitude. Pire, au détour d'un amendement gouvernemental, ce texte impose un passage en force sur la sûreté nucléaire avec le projet de démantèlement de l'IRSN sans la moindre étude d'impact. Il est pourtant essentiel de maintenir notre système dual qui sépare recherche et expertise d'une part, contrôle et décision d'autre part. Nous sommes particulièrement inquiets d'un potentiel changement de doctrine dans l'appréciation du risque. Il faut rappeler que le nucléaire repose sur un certain nombre de mythes et son éventuelle relance sur des paris risqués. Il y a d'abord le mythe de la souveraineté. L'uranium ne pousse pas dans nos jardins, il nous vient de pays comme le Niger ou le Kazakhstan en passant par la Russie. Il y a ensuite le mythe d'une énergie pas chère. Flamanville 3, toujours pas en service, c'est un véritable gouffre financier dont le budget a été multiplié par 6. Les mesures de ce texte sont estimées à 250 milliards d'euros, mais qui peut dire de combien cette facture sera multipliée et qui la paiera? Le mythe d'une technologie parfaitement maîtrisée. Alors que personne n'aurait vu venir les problèmes de corrosion sous contrainte, 26 réacteurs ont dû être arrêtés cet hiver, nous faisant risquer le blackout. Pire, les fissures profondes découvertes à Penly et ailleurs ces derniers jours conduisent EDF à vérifier en urgence plus de 200 soudures. Qui peut affirmer que les réacteurs nouveaux ne connaîtront pas les mêmes problèmes ? Que dire également du mythe d'une énergie propre? Les centrales déversent quotidiennement des éléments radioactifs dans nos cours d'eau. Les tâches de maintenance exposent nécessairement les agents au rayonnement. Comment expliquer d'ailleurs que 80% de ces doses soient réservées aux sous-traitants? L'adjectif propre ne colle pas davantage à une industrie qui produit chaque année des milliers de tonnes de déchets radioactifs pour lesquels il n'existe toujours aucune solution. Alors que nos capacités d'entreposage sont déjà arrivées à leurs limites, que ferons-nous de milliers de tonnes de déchets supplémentaires? Enfin, il y a toujours le risque d'accident que nous devrions tous avoir à l'esprit alors que nous commémorons le triste anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Combien de pilules d'iode devrons-nous encore distribuer dans le périmètre des centrales? Ce risque d'accident nucléaire est évidemment décuplé dans un monde en guerre, comme nous le rappelle en ce moment même la centrale de Zaporijia en Ukraine, située non loin de celle de Tchernobyl, dont le cœur brûle depuis 37 ans. Qu'on entende ou non ces arguments, il faut admettre que ni nos besoins énergétiques de moyen terme, ni la lutte indispensable contre le réchauffement climatique ne pourront être résolus par la relance nucléaire. Alors que le GIEC nous donne 3 ans pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, ce sont 15 ans au bas mot qui nous séparent du premier kilowattheure produit par le premier nouveau réacteur. Par ailleurs, alors que le pompage pour les centrales représente déjà le 2e poste de consommation en eau dans notre pays, qu'en sera-t-il dans le cadre d'un scénario d'augmentation des températures à 4 degrés? On le voit, la relance de l'atome est clairement climato-schizophrène. Le 6e rapport du GIEC insiste sur la nécessité d'options financièrement accessibles et rapides à déployer, ce dont le nucléaire est incapable. Un scénario 100% renouvelable n'est pas une utopie, mais une nécessité, à condition d'avoir d'abord le courage d'un grand débat sur la sobriété. Nous refusons donc de donner un blanc-seing au délire jupitérien, adoubé dans une grande communion par la minorité présidentielle, la droite et le Rassemblement national. Nous affirmons au contraire qu'il est urgent de planifier démocratiquement une sortie raisonnée et maîtrisée du nucléaire, pensée avec les salariés. Pour l'ensemble de ces raisons, nous voterons contre ce projet de loi.